Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak. Dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et mon invité aujourd'hui est Michael Attali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université Rennes 2, directeur du laboratoire Valeurs, Innovation, Politique, Socialisation et Sport, VIPS, et ancien président de la Société française d'histoire du sport. Vous avez dirigé un ouvrage collectif intitulé Une histoire globale des sports olympiques aux éditions Atlante. Alors c'est drôle parce qu'il y a un an, j'avais parlé avec Nicolas Bancel dans ce même podcast d'un autre ouvrage collectif paru chez le même éditeur, Une histoire mondiale de l'olympisme. Et il s'agissait alors d'une histoire abordée olympiade par olympiade, depuis la première édition des Jeux modernes à Athènes jusqu'à la perspective de celle de Paris qui va commencer dans les prochaines semaines. Et on constatait que le mouvement olympique suivait les soubresauts géopolitiques depuis les régimes fascistes de l'entre-deux-guerres, la guerre froide, les décolonisations, la mondialisation, etc. Et donc je voulais vous demander comment votre projet, votre livre s'articulait avec ce projet. Quel est l'angle que vous avez choisi pour parler d'olympisme? Effectivement, je connais bien le livre que vous avez évoqué, dirigé par Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, puisque j'y ai participé aussi. Alors cet ouvrage, en fait, visait à analyser les grands enjeux qui ont pu traverser l'olympisme, depuis 1896, qui relèvent, des questions politiques, économiques, culturelles, ou géopolitiques. Et en fait, l'ouvrage que j'ai dirigé, accompagné de mes collègues Johan Fortuny et Louis Violette, visait à compléter, cette approche en s'intéressant davantage aux différents sports qui composent, le programme olympique. Parce que aussi bizarre que cela puisse paraître, jusque-là, aucun travail n'avait été mené, en entrant par les sports dans le monde olympique, que ce soit en France, mais également, à l'échelle internationale, puisqu'on s'est assez rapidement aperçu qu'il n'existait aucun travail de grande envergure. Et c'est pour cette raison, qu'on s'est lancé dans ce projet un petit peu fou. Heureusement qu'on en était un petit peu inconscient au début. Évidemment, il a fallu saisir, l'ensemble des sports, au programme des Jeux olympiques de 2024, puisque c'est ça qu'on a retenu, hein. C'est vraiment identifier, les sports au programme dans quelques semaines et essayer en fait, de retracer leur trajectoire olympique. Alors évidemment, pour certains, leur trajectoire est courte, hein, je pense au breakdance, puisque, c'est la première édition, durant laquelle ce sport va être présent aux Jeux, et d'autres évidemment une trajectoire beaucoup plus longue, hein. Je pense à la lutte, au cyclisme, ou à beaucoup de sports, ouais, qui sont là depuis 1896. Oui, en effet, 9 sports étaient au programme des premiers Jeux olympiques de 1896 à Athènes. Vous avez parlé de la lutte, il y a l'athlétisme évidemment, les sports nautiques, la gymnastique, l'escrime, l'équitation, le vélo. Et à Paris 2024, eh bien, on recense 32 sports et 43 disciplines. Alors je fais, juste une petite précision, la différence entre les 2, c'est qu'un même sport peut avoir plusieurs disciplines. Par exemple, dans le cyclisme, eh bien, il y a le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le VTT, le BMX et 329 épreuves, hein, ce sont les épreuves masculines, féminines et mixtes. Donc on voit qu'il y a une expansion du nombre d'épreuves. Comment est-ce qu'en théorie, le CIO sélectionne un sport pour entrer dans son programme? En fait, les critères évoluent dans le temps et c'est ça qui nous a aussi intéressés, on a passé beaucoup de temps à identifier des critères pour introduire un sport. En fait, il y a plusieurs phases. La première phase, elle se situe entre 1896, donc les premiers Jeux à Athènes, et 1912, les Jeux de Stockholm en Suède. Et durant cette phase, on peut dire que le Comité international olympique naissant tâtonne, hésite et tente un certain nombre de paris. Certains sont gagnants, d'autres sont perdants, hein, puisqu'on voit apparaître à certains moments le tir au pigeon, le polo à bicyclette. Aux Jeux de Paris en 1900, il y a des compétitions de pêche. Donc on voit qu'il y a des sports, ou des activités physiques, on va être un petit peu plus prudent, des activités physiques qui rentrent et qui sortent. Alors durant cette période, le CEO va fixer un certain nombre de critères qui eux-mêmes, vont évoluer. Je dirais qu'il y a quatre critères initiaux. Le premier critère, pour qu'un sport soit au programme, sur une durée relativement longue, c'est qu'il ait une filiation avec l'Antiquité. Pour cette raison qu'on a la lutte, hein, ou l'athlétisme qui sont justifiés, par l'intermédiaire de cet aspect. Alors cette filiation antique, elle va progressivement être en retrait jusqu'à disparaître évidemment à partir de l'entre-deux-guerres. Le deuxième critère, il faut que ça soit des sports qui soient apparus récemment, des sports modernes. C'est pour cette raison
raison qu'on a le cyclisme qui est présent, là aussi dès 1896. Donc ça montre aussi bien que le monde olympique, se veut, la pointe avancée de la modernité qui doit être incarnée, par l'intermédiaire de son programme. Troisième critère, il faut que ce soit des pratiques qui soient présentes dans les pays participants. Parce qu'évidemment, hein, c'est un point important et d'ailleurs ça ouvre, cette question de l'universalisme des sports, qui va être une question assez récurrente tout au fil du XXe siècle. Et enfin, il y a un 3e, pardon, il y a un 4e critère, lui aussi qui est important et qui caractérise en fait ce qu'est l'olympisme, hein, c'est le critère de diversification des pratiques. Évidemment, les Jeux olympiques ne doivent pas se résumer à être une succession de championnats du monde, mais ils doivent être, la représentation, hein, de la diversité des pratiques, à l'œuvre selon les différentes périodes et c'est pour cette raison qu'on a plusieurs sports. Donc voilà, on a ces 4 critères qui sont fixés et évidemment, par ailleurs, hein, on a des éléments qui vont progressivement, se rattacher. La question du respect des valeurs, hein, la loyauté, le désintéressement, l'honneur, un certain nombre de principes, notamment, le principe de l'amateurisme. Donc on voit que progressivement, la manière de sélectionner les sports au programme va se complexifier. On a une deuxième étape, hein, qui est beaucoup plus longue, hein, qui se situe entre les Jeux d'Anvers en 1900 et les Jeux de Los Angeles en 1984, où là, le programme va se fixer. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, hein, durant cette longue période, seulement 4 nouveaux sports, sont intégrés au programme. C'est notamment le handball, hein, lors des Jeux de Berlin en 1936, qui disparaît immédiatement après Berlin et qui revient, aux Jeux de Munich en 1972. Alors c'est pas un hasard, hein, si c'est, à l'occasion des 2 olympiades allemandes, parce que le handball est un sport d'origine allemande, hein, et si, les organisateurs de Berlin, souhaitent l'introduire, c'est qu'ils sont certains que l'équipe allemande va obtenir une médaille d'or. Mmh. Ce qui leur permettra évidemment, hein, d'augmenter le nombre de médailles et de faire la preuve que leur pays est un pays à la fois sportif, mais bien au-delà, qui est un grand pays, dans un moment évidemment, assez complexe. Et la troisième période, hein, période dans laquelle on se situe encore, 1984-2024, où là, c'est la période de la diversification, puisque je le disais tout à l'heure, hein, entre 1920 et 1984, seuls 4 nouveaux sports sont introduits au programme, alors qu'entre 1984 et 2024, on a 13 nouveaux sports. Donc on voit que sur une période beaucoup plus réduite, hein, on a un nombre de sports qui sont programmés qui est beaucoup plus considérable. Oui, et ces nouveaux sports pour Paris 2024, alors il y a 4 disciplines additionnelles, c'est-à-dire que le CIO permet au comité d'organisation de sélectionner des disciplines qui ne sont pas au programme officiel. Donc pour Paris, il y a l'escalade, le skateboard et le surf et le breakdance qui est en fait la seule nouveauté par rapport à Tokyo 2021 si je me trompe pas. Absolument, tout à Mmh. fait, ouais. Les 3 autres, ce sont de fausses nouveautés Oui. puisqu'ils étaient déjà présents à Tokyo. Sur l'universalité de la pratique, là aussi les critères évoluent et je crois qu'aujourd'hui on en est, à un minimum de 75 pays et 4 continents pour les hommes et 40 pays sur 3 continents pour les femmes, c'est bien ça? Ou C'est est-ce que ça a pas changé ça? Ouais, ça a changé, en fait. C'est-à-dire que, bah, comme je disais tout à l'heure, voilà, on voit que 1912, c'est vraiment un moment important puisqu'en 1912, c'est la première fois où il y a un nombre de pays qui est fixé. Donc il faut que pour qu'un sport soit olympique, il soit pratiqué dans 6 pays Mmh. et ce nombre va évoluer, hein. 1949, c'est 10 pays, 1955, c'est 20 pays, 58, c'est 25 pays. Et 1972, pour la première fois, on a la question des continents. C'est-à-dire que il faut qu'un sport soit pratiqué dans 40 pays et dans 3 continents. C'est d'ailleurs aussi la première fois où ce critère est appliqué pour les femmes. Alors pour les femmes, hein, c'est seulement pratiqué dans 25 pays et 2 continents. Donc là aussi, on voit que 1972, c'est un moment où on se pose de nouvelles questions à l'égard de la place des femmes au sein de l'olympisme. Et effectivement, en 1991, c'est 75 pays et 4 continents. Mais à partir de ce moment-là, ce critère va progressivement, disparaître pour plusieurs raisons, parce que c'est notamment, hein, la question de la course au gigantisme, hein, qui commence à poser un certain nombre de problèmes et de questions. Et à partir de 2014, ce critère disparaît complètement, des statuts du CIO. Et donc aujourd'hui, le principe qui est retenu, c'est qu'il y ait les mêmes épreuves pour les hommes et pour les femmes, plus des épreuves mixtes, mais on n'a plus d'indicateurs quant à la représentativité des sports, dans chacun des pays. Donc évidemment, ce qui pose aussi la question de l'universalisme, hein. On peut prendre des exemples. Est-ce qu'aujourd'hui, une pratique comme l'escrime est réellement universelle, hein, lorsqu'on regarde un petit peu les podiums des derniers Jeux olympiques, hein,
l'escrime reste d'abord et avant tout un sport européen, avec parfois quelques Asiatiques et notamment des Chinois qui peuvent performer. Et ça se limite quand même assez nettement à ça. Est-ce que la lutte est un sport universel? Là aussi, ça mériterait d'être discuté. Donc on voit que cette question de représentativité est une question qui est compliquée et finalement face à laquelle le CIO a botté un petit peu en touche depuis une dizaine d'années. L'idée, directrice du livre, Michael Etali, c'est, il me semble, l'olympisation du sport. Alors, le terme olympisation, on l'entend, comme un processus de promotion, d'adaptation. On la colle plus volontiers, par exemple, à l'olympisation d'une ville haute qui se rapporte à sa transformation, voire même, l'olympisation de l'idée, d'olympisme, c'est-à-dire comment, l'idée de Pierre Coubertin a été mise en œuvre. Et donc, qu'est-ce que vous entendez par olympisation d'un sport? Parmi les choses qui nous intéressaient, c'était d'essayer de comprendre et de voir en quoi le fait d'être sport olympique pouvait éventuellement changer, modifier, les pratiques concernées, en fait, en termes de réglementation, en termes d'institutionnalisation, en termes de poids dans le monde sportif et en même temps, est-ce que les choix qui avaient été faits, au niveau du programme avaient aussi influé, la face de l'olympisme? Donc c'était vraiment l'une de nos questions premières qui est orientée à l'ouvrage. Alors effectivement, la notion d'olympisation s'est rapidement imposée parce qu'évidemment, on constate que être sport olympique, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas neutre. Et notamment, hein, on a mesuré de manière assez nette que l'olympisation d'un sport conduisait par exemple à sa normalisation, qui pouvait conduire jusqu'à même transformer la logique de pratique. Je prends un exemple, hein. Lorsque par exemple on regarde l'introduction de l'escalade, qui est un sport assez intéressant lorsqu'on le confronte au monde olympique, les premiers dossiers de candidature pour être sport olympique de l'escalade, on les retrouve à partir du milieu des années 1980. Je rappelle que l'escalade est sport olympique à partir des Jeux de Tokyo de 2020. Donc on voit, en gros, ça prend une quarantaine d'années. Donc olympiser, ça peut parfois être très long. C'est pas une décision sur un coup de tête. Et donc au fil de ce processus d'intégration de l'escalade aux Jeux olympiques, eh bien, on mesure que l'un des défis, ça va être de faire de cette activité connu pour la liberté, la pleine nature, l'autonomie des pratiquants, le refus de toute contrainte institutionnelle, eh bien, il va s'agir d'inventer une forme de pratique qui corresponde au format olympique. C'est pour cette raison qu'on va inventer l'épreuve de vitesse d'escalade, hein, qui est une épreuve inventée de toutes pièces pour le monde olympique, hein. Il s'agit de chronométrer sur une distance fixée, par l'intermédiaire de prises également bien identifiées sur la paroi, les athlètes pour pouvoir les comparer. Parce qu'évidemment, hein, le monde olympique est un monde où la normalisation, la rationalisation est très présente. Et donc, on va inventer de toutes pièces cette activité de performance en escalade, hein, ce qui va d'ailleurs créer de nombreuses controverses hein, dans le monde de l'escalade, parce que beaucoup de grimpeurs vont considérer que c'est une hérésie en fait de pouvoir envisager cette activité de cette manière-là. Mais il reste que l'on voit combien l'olympisme impose ses règles et ses principes. Alors certains sports peuvent aussi parfois les refuser, hein. Je pense au tennis. Tennis est sport olympique jusqu'aux Jeux de Paris en 1924. Et là, en raison, ouais, d'un rapport de force entre le CIO et la Fédération internationale de lawn tennis, eh bien, le tennis quitte le monde olympique jusqu'en 1988. Hein, donc, un sport comme celui-ci, ça peut paraître étonnant mais qui disparaisse du programme olympique, mais il le quitte hein, parce que le CIO veut imposer à la Fédération internationale que l'année des Jeux, aucun tournoi du Grand Chelem soit organisé. C'est-à-dire que Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie ne soient pas programmés tous les 4 ans et que le tournoi olympique soit le seul grand tournoi international de tennis, hein. Donc là aussi, on voit une volonté hégémonique hein, du CIO sur le monde du sport. Donc olympiser, c'est également aller vers ce type d'orientation et de décision. C'est d'ailleurs pour cette raison hein, que dans le monde du tennis, mais comme dans le football ou comme dans d'autres sports, un titre olympique est moins prestigieux qu'un titre du Grand Chelem ou qu'un titre mondial ou un vainqueur de l'Euro dans le monde du football.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les relations entre le CIO et les fédérations, parce que, en fait, dès les années 20, la responsabilité et l'organisation des compétitions olympiques échoit aux fédérations internationales parce que, ces compétitions deviennent trop complexes à gérer par le CIO, indépendamment et donc, les fédérations internationales, elles sont, partenaires du CIO, mais elles doivent, comme vous le rappelez, se plier aux exigences fixées par ce dernier. Donc quelles sont les fédérations qui sont, les plus à risque de devenir, dépendantes du CIO pour ne pas dire, à sa botte? C'est les fédérations dont les sports, existent prioritairement par l'intermédiaire, des jeux olympiques, hein. Évidemment, je le disais à l'instant, hein, un titre olympique en tennis, c'est bien, mais c'est pas le titre le plus prestigieux. À l'inverse, en athlétisme, hein, le titre olympique, c'est le titre, c'est le graal absolu pour tout athlète digne de ce nom. Donc effectivement, la Fédération internationale d'athlétisme a besoin inévitablement, de la vitrine olympique pour exister, pour se renforcer. Mais en même temps, ça crée une forme de dépendance, hein, que la Fédération internationale d'athlétisme va progressivement interroger et questionner, et c'est la raison pour laquelle cette fédération va créer, en 1983, donc de manière assez tardive, hein, le premier championnat du monde d'athlétisme, hein, pour essayer, d'équilibrer un petit peu, les rapports de force avec le CIO. Donc on voit que les rapports entre CIO et fédération sont des rapports qui sont complexes, des rapports d'intérêt réciproques, mais en ayant quand même une volonté, notamment du côté des fédérations internationales, de conserver, leurs prérogatives pour ne pas se faire, totalement, aspirer par le monde olympique. Oui, ce que vous dites, c'est que ça ne concerne pas forcément les petits sports, les petites fédérations, parce que c'est vrai que pour certaines, c'est parfois, la seule opportunité d'une exposition médiatique d'importance. Mais les 2 des plus grosses fédérations, le la natation et l'athlétisme, c'est-à-dire, notamment les 2 grands sports qui rythment les 2 semaines, de compétition, bah, eux, ont existent à d'abord et avant tout par les jeux olympiques et donc ça veut dire que ce processus d'olympisation, il est continu et il touche même les disciplines qui étaient là au programme dès 1896, hein. Ah, absolument, absolument. C'est quelque chose qui est constant et qui d'ailleurs, est régulièrement, traité et questionné à l'occasion des sessions du Comité international, olympique, hein, qui prête une grande attention justement à la place des différents sports et à ce programme, hein, dont comme je le disais tout à l'heure, hein, dont on parle mais finalement assez peu, mais qui est un levier, pour l'olympisme, essentiel. Ce processus-là d'olympisation, il ne se limite pas aux interactions entre le CIO et les fédérations. Il est sensible aux intérêts des États et vous avez cité l'exemple du handball. C'est typiquement un sport qui entre au programme en raison de la tenue de l'événement dans un pays hôte particulier. Donc vous l'avez dit, il rentre en 1936, il en sort juste après évidemment, et puis il est réintégré à Munich en 1972. À quel moment de l'histoire ces considérations géopolitiques ont été les plus fortes? Alors non pas sur l'olympisme en général, mais vraiment sur la constitution du programme olympique lui-même. Oh ben je dirais dès le début, en fait. Dès le début, la confection du programme est un enjeu pour les nations. Alors évidemment, ouais, il est présent dès le début, mais il va s'accroître, hein, à l'occasion de chacun des moments de tension, géopolitique, inévitablement. Alors effectivement, vous l'avez noté, hein, à partir des années 30, c'est quelque chose qui devient, flagrant, qui devient extrêmement important. Alors ça renvoie aussi à la place que prend l'olympisme, hein, et les jeux olympiques, dans le monde contemporain, hein, puisqu'on peut considérer que on a un tournant en termes de visibilité, d'exposition et d'importance avec les Jeux de Paris de 1924, hein. Puisqu'avant les Jeux de Paris de 1924, l'olympisme est présent, mais intéresse finalement assez peu les médias et intéresse de manière très relative les nations. Mais véritablement, à partir des Jeux de Paris de 1924, on change d'échelle et ce changement d'échelle conduit, nombre de pays à se positionner de manière beaucoup plus active à l'égard des Jeux olympiques, hein. C'est pour ça, comme on le disait à l'instant, hein, que 1936, fait l'objet d'un engagement beaucoup plus significatif, hein, et donc on fait rentrer le handball, on fait rentrer le canoë-kayak, hein, dont la présence, commence en 1936, hein. Évidemment, 1952, hein, les premiers jeux de la guerre froide sont aussi un moment important où l'Union soviétique, hein, va essayer, là aussi, d'imposer, des sports qui lui sont chers, mais dont elle pense être performante. Alors ça sera pas le cas parce que, le rapport de force ne leur est pas encore favorable, hein, et donc il faudra attendre 1964, hein, et les Jeux de Tokyo, les premiers jeux en Asie,
Là aussi, c'est pas rien, hein, Mmh. pour voir l'arrivée de deux autres nouveaux sports, hein, que sont le judo et le volley-ball. Et là aussi, pour les mêmes raisons qu'à Berlin, hein, parce que les Japonais considèrent que ce sont deux sports dans lesquels ils sont performants et dans lesquels ils pourront obtenir un certain nombre de médailles. Mais c'est aussi un moyen, hein, de prosélytisme culturel, en considérant que ces sports d'origine asiatique sont tout aussi légitimes que les sports européens, hein, qui est la matrice de l'olympisme moderne. Oui, comme le taekwondo après d'ailleurs, même Comme le cause, hein. taekwondo à partir de 1988 et comme beaucoup de sports en fait. Prenons quelques cas concrets, alors on en a cité pas mal, mais parmi, tous les sports abordés dans le livre, vous avez vous-même écrit ou coécrit, le chapitre de 3 d'entre eux, c'est la natation artistique, le triathlon et le BMX. Donc je voulais, qu'on dise un petit mot sur chacun de ces 3 sports. Alors la natation artistique, elle entre au programme en 1984 et jusqu'à 2017, elle s'appelait la natation synchronisée et je dois vous avouer que je ne savais pas que le nom avait changé, donc je Mmh. dois avouer que ce n'est pas une discipline que je suis, avec assiduité. Mais en tout cas, c'est l'une des 2 épreuves qui est entièrement féminine, avec la gymnastique rythmique et je donne un petit, détail pour les un petit chiffre pour les auditrices et les auditeurs, c'est que les JO de Paris, 2024 seront les premiers complètement paritaires de l'histoire. Il y a autant d'hommes que de femmes parmi les 10 500 athlètes, qualifiés et en comparaison, les premiers jeux mixtes, c'était ceux de Paris en 1900, avec seulement 22 femmes et 975 hommes, donc seulement 2. Concernant la natation artistique, je vais être un peu provocateur, Michael Attali, mais est-ce qu'elle est encore au programme uniquement parce qu'elle est féminine? Alors, c'est un sport qui c'est vrai qui est assez méconnu finalement, mais qui est absolument passionnant, justement dans sa trajectoire en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'avais dit, la troisième phase, elle débute en 1984 avec l'élargissement du programme, hein, puisqu'en 40 ans, on intègre 13 nouvelles activités, dont la natation synchronisée, effectivement devenue depuis natation artistique. C'est pas un hasard que cette natation synchronisée soit introduite à l'occasion des Jeux de Los Angeles, hein. Los Angeles, la ville du spectacle, du divertissement, parce que c'est un sport dont l'origine, en fait, se situe dans le monde culturel, en fait, hein, puisqu'on a des ballets nautiques dès le début du XXe siècle. Et donc, évidemment, mais cette pratique va progressivement connaître un certain nombre de transformations jusqu'à devenir une activité sportive. Et en fait, c'est une Française qui va s'atteler à défendre cette introduction. Alors, elle aussi, une Française qui est assez méconnue et qui pourtant est l'une des femmes les plus importantes du monde sportif du XXe siècle. Elle s'appelle Monique Berlioux, puisque Monique Berlioux devient directrice du CIO entre 1969 et 1985. C'est-à-dire que c'est la personnalité la plus puissante du monde sportif international. C'est ce qui est pas rien, hein. On parle beaucoup d'Alice Milla en ce moment. Monique Berlioux, elle a eu un pouvoir beaucoup plus conséquent que qu'Alice Milla alors qu'elle a disparu de la mémoire. Donc elle va beaucoup œuvrer justement pour que la natation synchronisée puisse rentrer au jeu de 1984. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une activité qui prend le contrepoint du modèle olympique. C'est-à-dire que jusque-là, les sports qui étaient au programme, hein, étaient des sports pour les hommes, par les hommes et surtout avec des hommes en fait. Et là, on a une activité qui est introduite et qui pendant très longtemps est réduite à une seule participation féminine. Alors ça dit un certain nombre de choses et notamment, hein, je dirais une forme de lucidité conjoncturelle de la part du CIO, en fait, qui débute à partir du début des années 1970 et qui considère qu'effectivement, ils ont un problème, c'est que la place des femmes est en retrait, évolue assez peu et il faut essayer d'accélérer le processus, hein, de féminisation des sports olympiques. Et donc, les membres du CIO, hein, encore une fois sous la responsabilité de Monique Berlioux, vont faire un certain nombre d'expérimentations, d'essais, vont solliciter les fédérations internationales et donc vont s'entendre pour que de nouveaux sports soient introduits, mais soient réservés uniquement aux femmes. C'est la gymnastique rythmique et sportive, hein, depuis devenue gymnastique artistique, et la natation synchronisée, devenue natation artistique. Et donc, on voit qu'à partir de 1984, ce sport va s'implanter, hein, dans le programme olympique puisqu'il ne disparaîtra plus. Et effectivement, les Jeux de 2024, hein, mais seront probablement, bon, il y a encore quelques incertitudes à quelques jours des Jeux olympiques, hein, de la cérémonie d'ouverture, mais seront probablement les premiers Jeux où des hommes pourraient participer aux épreuves de natation artistique, ce qui n'est pas le cas pour la gymnastique artistique, puisqu'à ce jour, hein, il n'est pas prévu que des hommes participent aux compétitions dans ce type de sport. Donc effectivement, les premiers Jeux
paritaire, mais pas paritaire dans tous les sports. Il y a une controverse qui touche les sports jugés, c'est-à-dire là où il y a des juges, c'est-à-dire la natation synchronisée, la gymnastique, le patinage artistique aux sports d'hiver, que ce soit les hommes et les femmes, c'est, la valeur des classements, l'impartialité des juges. Donc est-ce que pour rester et se confirmer comme sport olympique, est-ce que ces disciplines-là qui sont jugées ont dû, adopter des modifications pour répondre à ces critiques justement? Alors, votre question est très intéressante, hein, parce qu'il y a une tension, une partition entre sport mesuré et sport jugé. C'est-à-dire que le modèle du sport olympique, c'est d'abord et avant tout le sport mesuré. Mesuré par un chronomètre, par un décamètre, hein, voilà, c'est le cas de l'athlétisme, c'est le cas de la natation, c'est le cas de plein d'autres sports, hein. Même l'escrime peut être mis dans la catégorie des sports mesurés puisque là, celui qui obtient le plus grand nombre de touches gagne le match. Mais naturellement, inévitablement, hein, l'évolution des pratiques sportives internationales a fait que, les sports jugés ont progressivement pris de plus en plus de place et naturellement, le CIO a dû, par la force des choses, introduire un certain nombre d'activités qui ne pouvaient pas être mesurées, mais qui devaient être jugées, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les sports jugés, lors de leur phase d'olympisation, font toujours l'objet de polémiques, de controverses, en considérant que ce ne sont pas vraiment des sports, que la victoire est très relative, elle relève de la subjectivité des juges, hein, même si des sports comme la gymnastique, hein, se sont attelés à définir des critères extrêmement précis, hein, d'ailleurs dont la plupart du temps, le néophyte a beaucoup de difficultés à comprendre, hein. Il faut être un expert de très haut niveau pour identifier les éléments qui permettent de classer les gymnastes les unes par rapport aux autres, les uns par rapport aux autres, mais il reste que ça fait toujours l'objet de polémiques. Et je renvoie, hein, notamment au moment où le COJO 2024 a pris la décision d'introduire le breakdance, hein, beaucoup de voix se sont élevées, d'ailleurs même des voix dans le monde sportif, hein, en considérant que c'était une hérésie, que c'était un scandale et que le breakdance ne pouvait pas être considéré comme étant un sport, hein. Le Mmh. breakdance, c'est pas très différent, du patinage sur glace ou de n'importe quel, autre sport jugé. Mais encore une fois, on voit bien que l'olympisme a des représentations. Je le disais tout à l'heure, hein, olympiser, c'est aussi normaliser et que la normalisation est beaucoup plus difficile, pour les sports jugés que pour les sports mesurés, hein. Je prends l'exemple du BMX, hein, vous avez fait référence, au chapitre que j'ai coécrit avec un collègue, canadien, Wayne Nelson, hein. Tout à fait. On s'aperçoit que, par exemple, vous savez qu'en BMX, il y a plusieurs épreuves. Il y a l'épreuve de BMX racing, hein, vous savez, sur une piste, hein, entre 350 mètres et 400 mètres, avec des bosses, où il s'agit d'aller le plus vite possible par rapport à ses adversaires. Donc l'épreuve de BMX racing est introduite aux Jeux olympiques à partir de 2008. Il faudra attendre 12 ans pour que l'épreuve de BMX freestyle, donc là où il s'agit de faire des figures acrobatiques, hein, dans un espace bien particulier, il faut attendre 2020 pour que le BMX freestyle soit introduit aux Jeux olympiques. Donc on voit que même au sein d'un sport, le modèle mesuré prend régulièrement le pas sur le modèle jugé, en fait. Et dans ces sports-là, BMX ou d'autres, le skateboard, j'imagine qu'il y a aussi, la critique que parmi les puristes, de ces sports, c'est que le fait de rentrer dans un processus, institutionnel dénature l'esprit initial de ces sports, qui est axé, dans l'imaginaire sur la liberté, le fun. Bon voilà, on fixe des règles et c'est pas forcément, pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Absolument, absolument. En fait, tous ces sports ont un certain nombre de points communs, notamment que les pionniers de ces sports se sont toujours entendus. Alors, ils n'ont pas discuté entre eux, hein, mais ils ont tous eu la même position. C'est de considérer que le modèle de pratique sportif institutionnel était le modèle à combattre, en fait. C'est le cas des tenants du ski de boss, du snowboard, du ski freestyle, du skateboard, du triathlon, du BMX. Enfin, voilà, on pourrait continuer très longuement et on n'aurait pas fait le tour de la question. Donc il y a eu un rejet, en fait, du monde institutionnel et chemin faisant, au fil du temps, on s'aperçoit que, c'est des sports qui progressivement ont été pris par la dynamique de la compétition. Quand on organise des compétitions, il faut s'organiser entre personnes, de différents pays, de différents continents. Donc il va falloir créer des clubs, des fédérations et donc progressivement, en fait, ils vont rentrer, dans le jeu sportif, classique, et habituel. Mais il reste que, pour que ces sports aient été olympisés,
il a fallu aussi des conjonctures assez particulières. C'est-à-dire que ces sports-là, le CIO n'est pas allé les chercher. Ils se sont imposés d'eux-mêmes, en fait. Et c'est notamment le cas des sports qui sont introduits à partir des années 90. Parce qu'à partir de ce moment-là, le CIO est en crise, hein. Le CIO est encore en crise aujourd'hui, on l'oublie, hein. Si Paris a eu les Jeux en 2024, on l'a oublié, mais en 2017, lors du congrès de Lima, hein, il y avait un seul candidat, c'était Paris. Donc on a Oui. gagné une compétition, on était tout seul. Voilà, c'est comme ça. Mais ça dit aussi beaucoup, ouais, des difficultés du CIO aujourd'hui, de maintenir, leur événement le plus emblématique, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 80, pour organiser une olympiade, on avait entre 6 et 9 candidatures de pays. Là, aujourd'hui, quand on en a une, on est content, hein. Et d'ailleurs, le CIO a sécurisé les Jeux jusqu'en 2032. C'est la première fois, hein. Donc on voit qu'il y a vraiment une vraie difficulté. Bref, ce que je voulais dire, c'est que à partir de 1990, le CIO rentre dans une période de crise parce que le CIO est concurrencé. Et notamment, il va être concurrencé par une compétition qui existe encore aujourd'hui, qui sont les X Games. Les X Games, hein, c'est une compétition de sport à risque, de sport acrobatique, hein. Et c'est dans cette compétition-là où, pour la première fois, sont organisées des épreuves, comme on le disait tout à l'heure, hein, de BMX, de skateboard, de snowboard, de freestyle, puisqu'on a les Winter et les Summer X Games. Et donc, c'est une compétition qui va capter le public jeune, qui lui-même va se détourner du modèle olympique, en fait. Et donc, pour essayer de regagner un public, hein, qui tend à lui tourner le dos, l'olympisme, le monde olympique va progressivement introduire des épreuves qui renvoient à ces sports acrobatiques, ces sports à risque, ces sports dits modernes, hein. On voit le retour d'un des critères que j'évoquais tout à l'heure, hein. La question de la modernité, c'est une question importante, hein. C'est pour ça qu'en 1996, on voit l'introduction du VTT à Mmh. Atlanta, du triathlon en 2000, et puis une accélération, hein, vers toujours plus de sports qui s'orientent vers ce public jeune. Mais on le voit là, le CO est face à une difficulté assez conséquente, hein. C'est qu'à partir de la fin du XXe siècle et encore plus depuis le début du XXIe siècle, hein, le monde sportif est marqué par une très forte diversification des pratiques. Et en fait, le CEO n'a pas la possibilité d'introduire toute la modernité qui se présente, hein. Donc il est soumis à des arbitrages parfois difficiles, aussi des logiques de concurrence, hein, on l'a vu, hein, encore assez récemment, le CEO s'est questionné pour, éventuellement, sortir, des sports comme la lutte, ou l'escrime du programme, hein, voire la boxe. Alors pour des raisons là, la boxe pour des raisons Mmh. liées, à la tricherie, aux pots de vin, qui gravitent dans le monde de la boxe. Mais il reste que, vous voyez, là, le programme est soumis à interrogation parce que est-ce que les sports qui sont au jeu sont-ils tous représentatifs, de l'intérêt et des pratiques qui s'exercent à travers le monde? Aujourd'hui, c'est plus si évident que ça. Oui, parce que le CIO est confronté, à ce défi du gigantisme et donc aussi l'impact sur l'environnement, la durabilité qui aujourd'hui est important dans nos sociétés. Ils ont limité, le nombre d'athlètes participants, mais, en faisant rentrer, 8 nouvelles épreuves cette fois-ci et donc, on voit qu'en fait, il y a très peu de sports qui sortent, hein. Le seul qui est sorti, là récemment, c'est le karaté qui en fait n'a été qu'aux Jeux de Tokyo 2021 comme, sport additionnel et on sait que son éviction a été largement commentée. Est-ce que vous pensez, qu'il y a un vrai risque que, les Jeux olympiques disparaissent? Parce que on veut s'adapter aux nouveaux sports, on veut faire entrer de nouvelles disciplines sans en faire sortir d'autres. Est-ce que c'est tenable ça? Comme je disais à l'instant, c'est extrêmement compliqué, comment dire, d'être certain de la représentativité des Jeux Mmh. olympiques pour le CIO, quoi. Ça, c'est sûr. Effectivement, hein, le cas du karaté est un très bon exemple, hein. Mais pourquoi le squash n'est pas au jeu? Pourquoi le paddle n'est pas au jeu alors que le tennis y est? Enfin bref, ouais, on voit bien qu'il y a des sports qui n'y sont pas et qui sont quand même, des sports qui sont quand même assez pratiqués à travers le monde. Sur ça, évidemment, se pose la question de la durabilité, hein, de la durabilité environnementale, mais également de la durabilité sociale, et on le voit avec Paris, hein, organiser les Jeux aujourd'hui, c'est un casse-tête infernal, en fait. D'ailleurs, c'est pour cette raison, hein, que beaucoup de villes, aujourd'hui refusent, de candidater à l'organisation des Jeux, alors qu'on pourrait penser que c'est une opportunité importante, pour une ville. Absolument pas, alors que c'était le cas encore dans les années 80, hein. Mais c'est pour cette raison que le CEO a inventé le concept d'héritage, hein. C'est-à-dire que le concept d'héritage, hein, qui est la notion, dont le COJO s'est saisi pour essayer de justifier l'organisation des Jeux à Paris,
C'est un concept qui apparaît au moment de la crise, en fait. C'est-à-dire que le CIO ne peut plus se limiter à, comment dire, à être la vitrine d'un événement international et à se justifier par l'intermédiaire de cette organisation, mais conduit à développer un récit, qui laisserait entendre que organiser les Jeux, ça permettrait de changer la vie, des habitants de la ville dans lesquelles ils se tiennent. Ça permettrait, par exemple, d'augmenter le nombre de pratiquants, ce qui n'a jamais été le cas, mais c'est le Mmh. récit qui nous est donné par le CIO. Ça permettrait d'augmenter l'exposition, ce qui n'est jamais le cas. Par exemple, on sait que, Oui, ça le dure une semaine et après on n'en parle plus. ouais, et puis même par exemple, le nombre de touristes qui sont accueillis l'année des Jeux dans la ville organisatrice est toujours moins important que le nombre de touristes accueillis dans les années où il y a pas les Jeux, en fait. Donc en fait, c'est même pas très attractif au niveau touristique et d'ailleurs, les hôteliers parisiens commencent à s'en apercevoir, commencent à en parler, ils sont Ah bah surpris. Mais non, en fait, c'est pas surprenant parce qu'on le sait, bah oui, ça c'est fait plus un siècle cher, il y a que plus du monde, bien sûr, les gens voilà, restent un peu exactement, ailleurs. voilà, et Mmh. puis Paris n'a pas besoin des Jeux pour être reconnu à travers le monde. C'est la ville la plus touristique du monde. Oui, pour vous dire, Michael Attali, moi j'habite à Paris et effectivement, vous avez raison, les jeux olympiques changent la ville, mais plutôt en mal, hein, pour ses habitants. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais je vous dis, quand on mène des recherches sur le monde olympique, en fait, on Oui, bien n'est pas sûr. surpris. Moi, je l'ai déjà dit il y a 3 4 ans et à l'époque, le COJO, considérait que je disais: «Mais des bêtises». Ben oui, mais en fait, les travaux scientifiques montrent de manière assez nette. En fait, il y a un consensus international, parmi la communauté universitaire, autour de ces questions-là. Donc voilà, cette question de l'héritage, c'est une opportunité intéressante, mais en fait, on veut faire des choses à l'événement pour lequel il n'est pas paramétré. Et comme vous le disiez, évidemment, la question de l'environnement, de la durabilité environnementale, est quand même une vraie question, hein. Est-ce qu'il est pertinent de vouloir faire venir des gens des 4 coins du monde, dont certains vont courir un 100 mètres, et puis ils vont rentrer chez eux, en fait, hein. Mmh. Donc leur participation va durer 10 secondes et puis ils vont rentrer à la maison. Est-ce que ça a encore du sens dans le monde, tel qu'on le vit en 2024? C'est une vraie question et c'est pour cette raison que comme toute invention humaine, à un moment donné, l'olympisme a été créé, à la fin du 19e siècle parce que ça répondait à des besoins, ça répondait aussi à une conjoncture. Il peut disparaître, hein. Et d'ailleurs, on peut se poser la question si les jeux olympiques ne sont-ils pas un événement du monde ancien, en fait, hein? Un événement, du début du XXe siècle, peu en phase avec les défis et les enjeux, contemporains. Concernant les futures éditions, quels sont les sports que vous pressentez pouvoir intégrer, le programme? Vous avez parlé du squash, du paddle qui n'y sont pas, mais je peux vous en proposer d'autres, hein, les sports mécaniques, les échecs, les disciplines nature comme le trail, le e-sport qui se développe beaucoup. À votre avis, parmi, ce que j'ai cité et d'autres, quels sont ceux qui ont le plus de sens d'entrer et de compléter le processus d'olympisation? Donc les sports mécaniques, n'ont aucune chance de rentrer au jeu, pour la bonne et simple raison que, dans la charte olympique, il est mentionné que la force humaine doit être privilégiée par rapport à la force mécanique. Donc ces sports-là, probablement dans les prochaines années ne seront pas au programme. Pour ce qui est des autres sports que vous avez cités, beaucoup d'entre eux font l'objet d'un examen assez précis de la part du CIO. C'est notamment le trail. Alors qui pose les mêmes problèmes que l'escalade, puisqu'évidemment le format doit être repensé, hein. Il est improbable qu'une épreuve qui dure plus de 2 heures puisse être olympique parce que les médias ne seraient pas satisfaits, parce que les partenaires, les organisateurs ne le seraient pas, non plus. Donc il va falloir essayer, d'inventer un nouveau format de trail. Surtout qu'en plus la plupart des villes organisatrices sont dans des zones très urbanisées. Donc le trail étant pas en nature un sport de nature, c'est le cas de le dire, ça paraît un petit peu difficile et d'ailleurs aujourd'hui la communauté de trailers, hein, tend à critiquer, à s'interroger, voire pour certains à s'opposer, hein, à l'olympisation de ce sport. Je pense par exemple aux dernières prises de position de Kylian Jornet, qui est le Mmh. trailer de référence et qui considère que, ce sport n'a pas grand-chose à faire, au sein des jeux olympiques. Donc on voit que, vous voyez, il y a des tensions en fait autour de cette introduction. Mais le CIO n'a pas le choix, hein. Il se doit, encore une fois, d'être la pointe avancée de la modernité, sportive, même si cette modernité, je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui est très diversifiée, ce qui rend difficile, sa capacité à s'adapter, aux changements, hein. On l'a dit, la jauge maximale est de 10 500 athlètes, tous sports confondus. Au plus on va introduire de sport, au plus on va devoir, soit en exclure certains,
c'est difficile, l'exemple de la lutte ou de l'escrime récente nous le montre, soit réduire aussi peut-être les épreuves, hein. Est-ce qu'il est encore tenable pour l'athlétisme ou pour la natation que les épreuves durent pour chacun de ces sports une semaine et offrent, plusieurs dizaines de compétitions, hein, lorsqu'on ajoute les compétitions de sprint, de course longue, de lancer, de saut, ouais, c'est plusieurs dizaines, d'épreuves en athlétisme qui se déroulent pendant une semaine. La solution n'est-elle pas de réduire, hein? Alors ça a déjà été fait, hein. Par exemple, lors de l'introduction du VTT en 1996 à Atlanta, la décision a été prise de supprimer une épreuve historique, hein, qui était le 100 kilomètres par équipe. Parce que là encore, dès 1996, ils avaient cette difficulté, face à cette démultiplication. Mais je dirais qu'aujourd'hui, l'une des questions majeures, vous avez évoqué les échecs. Alors effectivement, à un moment donné, ça avait été évoqué, ça a été abandonné ensuite. Mais l'une des questions majeures, hein, c'est le e-sport, en fait. Oui. On l'a vu assez récemment, hein, le CIO se penche, désormais de manière très, très attentive, sur le e-sport, en s'interrogeant, si le e-sport peut prendre place dans le monde olympique, dans le programme olympique, ce qui serait quand même un sacré changement de paradigme. Ce que je le disais tout à l'heure, hein, mais la force humaine doit être privilégiée pour un sport olympique. Ben là, pour le coup, la force humaine, elle est quand même assez réduite. Mais voilà, est-ce que le CEO a la possibilité de ne pas porter un intérêt à ce mouvement social, international? Ça paraît difficile. Pour terminer, Mickaël Attali, je voulais vous demander où vous seriez pour les Jeux olympiques là, 2024 à Paris. Est-ce que vous allez être un spectateur ou un téléspectateur assidu? Pour être tout à fait honnête avec vous, au début, j'avais envisagé, d'assister à certaines compétitions et notamment à l'une d'entre elles sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est le triathlon. Et comme beaucoup de Françaises et de Français, hein, en allant sur le site et en constatant le prix des places, j'ai vite, rebroussé chemin en considérant que c'était quand même des prix qui étaient assez excessifs, qui sont, hein, les prix les plus chers de l'histoire olympique, hein. Et donc, je serai au moins en partie téléspectateur, mais je ne serai pas à Paris. Et pour vous mouiller, quelle est votre prévision de médaille? Parce qu'en préparant cette, émission, j'ai vu qu'il y avait un modèle, prédictif, d'un économiste du sport qui s'appelle Vladimir Andreev, qui a l'air de plutôt pas mal marcher sur les anciennes éditions et qui lui, vise entre 47 et 48 médailles aux JO de Paris. Vous, quelle fourchette vous voyez et combien de médailles d'or? Comme cet enregistrement va rester, on verra si vous avez tort ou pas. Alors si je voulais être prudent, je dirais qu'il est toujours difficile de prévoir, un nombre de médailles pour une délégation quelle qu'elle soit. Mais plus sérieusement, la difficulté réelle parce que alors, je connais très bien le modèle de Vladimir Andreev, hein, mais la difficulté est réelle parce qu'aujourd'hui, certaines médailles sont attribuées au centième près, hein. J'ai évoqué tout à l'heure les épreuves d'athlétisme ou de natation, c'est particulièrement le cas. Aujourd'hui, la victoire ou la défaite, parfois se joue sur des très petits détails. Donc effectivement, on préfère parler de fourchettes. Alors, je pense pas que l'équipe de France puisse obtenir les 80 médailles espérées, hein, puisque Mmh. c'était l'objectif, initial, parce que les autres nations, se sont aussi bien préparées que nous. Mais voilà, on peut considérer qu'effectivement, hein, moi j'aurais tendance à suivre les prévisions de Vladimir Andreev, hein, entre 45 et 50 médailles, lors de ces Jeux serait déjà un résultat plus qu'honorable. Bon, bah, espérons-le. Merci beaucoup, Mickaël Ettali, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur du livre Une histoire globale des sports olympiques, qui paraît aux éditions Atlante. J'ai noté que vous allez être un téléspectateur vraiment très attentif aux Jeux. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.